Oui, les résolutions de l'ONU sont fortement influencées par le bloc des pays à gouvernance islamique, principalement par l'intermédiaire de l'Organisation de la coopération islamique, OCI. L'OCI fonctionne comme un puissant bloc de vote à l'Assemblée générale de l'ONU, ce qui lui permet de faire adopter ou de peser sur le contenu de nombreuses résolutions, notamment celles concernant le Moyen-Orient, les droits de l'homme et la lutte contre l'islamophobie. 1. Le pouvoir du bloc de l'OCI à l'ONU. L'Organisation de la coopération islamique, OCI, regroupe 57 États membres. Bien que ces résolutions ne soient pas contraignantes pour l'ONU, son importance vient de deux facteurs clés. Poids numérique à l'Assemblée générale. Avec 57 membres, l'OCI représente plus du quart des 193 États membres de l'ONU. Cela lui confère un pouvoir de vote considérable à l'Assemblée générale, où chaque pays a une voix, contrairement au Conseil de sécurité où seuls 5 membres permanents ont le droit de veto. En votant de manière coordonnée, le bloc OCI peut facilement atteindre la majorité simple nécessaire à l'adoption d'une résolution. Délégation permanente et partenariat. L'OCI dispose d'une délégation permanente auprès de l'ONU et les deux organisations travaillent à renforcer leur partenariat dans les domaines de la paix, de la sécurité et de la lutte contre l'extrémisme. 2. Domaines d'influence majeurs. L'influence de ce bloc est particulièrement visible dans les domaines suivants. A. Le conflit israélo-palestinien. Historiquement, l'OCI a joué un rôle central dans l'élaboration et le vote des résolutions de l'ONU qui critiquent les actions d'Israël. Résolution critique. La majorité des résolutions annuelles de l'Assemblée générale ciblant spécifiquement un pays sont dirigées contre Israël. Ces résolutions, souvent parrainées par des pays arabes et islamiques, obtiennent régulièrement une majorité écrasante grâce au vote coordonné de l'OCI, du mouvement des pays non alignés et d'autres États. Statut de la Palestine. L'OCI est le moteur des initiatives visant à rehausser le statut de la Palestine à l'ONU, comme le vote pour son statut d'État observateur non membre, ou les efforts pour obtenir son admission pleine et entière. B. Questions culturelles et de droits de l'homme. Le bloc OCI utilise son influence pour faire avancer ses préoccupations sur les questions religieuses et culturelles. Délit de blasphème et diffamation des religions. Pendant des années, l'OCI a réussi à faire adopter des résolutions, notamment au Conseil des droits de l'homme, sur la diffamation des religions, un concept souvent critiqué par les pays occidentaux comme une tentative de restreindre la liberté d'expression. Protection des valeurs religieuses. Plus récemment, le bloc s'est mobilisé sur des résolutions concernant la profanation du Coran, appelant à prendre des mesures pour prévenir de tels actes. 3. Limite de l'influence. Il est crucial de noter que l'influence de l'OCI est limitée. Conseil de sécurité. L'OCI n'a pas de droit de veto au Conseil de sécurité, l'organe de l'ONU responsable des résolutions contraignantes. Les résolutions importantes sur les conflits majeurs peuvent donc être bloquées par le veto de l'un des 5 membres permanents, Chine, France, Russie, Royaume-Uni, États-Unis, ce dernier étant fréquemment utilisé par les États-Unis pour bloquer les résolutions jugées défavorables à Israël. Application. Les résolutions de l'Assemblée générale, largement influencées par le bloc OCI, sont le plus souvent de nature non contraignante, recommandation, ce qui en réduit l'impact direct sur les États ciblés. L'objectif général des manifestations, Free Palestine, est de dénoncer l'occupation israélienne et de manifester une solidarité inconditionnelle avec le peuple palestinien. Ces manifestations, et le slogan qui les accompagne, visent à obtenir la fin de ce que les manifestants considèrent comme l'occupation, la colonisation et l'apartheid en Palestine. 1. Revendications immédiates, contexte actuel. Dans le contexte des conflits récents, les objectifs principaux des manifestants sont des appels à l'action immédiate, cessez-le-feu immédiat, mettre fin aux opérations militaires en cours, notamment à Gaza, pour arrêter la violence et protéger les civils. Fin du blocus de Gaza. Exiger l'ouverture des points de passage pour permettre la distribution de l'aide humanitaire en quantité suffisante et la fin de l'isolement de l'enclave. Stop au génocide. Un slogan récurrent qui exprime la crainte et l'accusation que les actions militaires israéliennes constituent un génocide, et qui vise à faire pression pour une intervention de la Cour internationale de justice, CIJ, ou d'autres organismes internationaux. 2. Revendications politiques et structurelles. Au-delà des urgences humanitaires, les manifestations visent des changements politiques fondamentaux.
fin de l'occupation et de la colonisation. Mettre fin à la présence militaire et aux implantations civiles israéliennes dans les territoires palestiniens occupés. Cisjordanie, Jérusalem-Est. Reconnaissance et autodétermination. Affirmer le droit du peuple palestinien à disposer d'un État indépendant et à l'autodétermination. Rendre des comptes pour les violations du droit international. Exiger que les dirigeants et colons israéliens coupables de violations du droit international, y compris les crimes de guerre, soient tenus responsables, par exemple, par le biais de la Cour pénale internationale, CPI. Rupture des liens internationaux. Demander aux pays, notamment les États-Unis et les membres de l'Union européenne, de cesser leur soutien politique, militaire et financier à Israël et d'imposer des sanctions, des investissements et boycotts, BDS. 3. Le slogan controversé, Free Palestine, et From the River to the Sea. L'objectif de Free Palestine est souvent lié à la formule plus polémique, From the River to the Sea, Palestine will be free. Du fleuve à la mer, la Palestine sera libre. Signification géographique. Cette phrase fait référence au territoire compris entre le fleuve Jourdain et la mer Méditerranée, englobant à la fois l'État d'Israël et les territoires palestiniens. Interprétation des manifestants. Pour beaucoup de manifestants, le slogan exprime l'espoir de voir une Palestine unifiée et libre de toute occupation, où tous les habitants, arabes et juifs, vivraient avec des droits égaux. Controverse. Cependant, pour de nombreux détracteurs, des organisations juives et certains gouvernements, comme la Chambre des représentants des États-Unis, le slogan est considéré comme antisémite car il est interprété comme un appel à l'éradication de l'État d'Israël sur ce territoire et à l'établissement d'un unique État palestinien. Cette interprétation est renforcée par l'utilisation historique de ce slogan par des groupes radicaux comme le Hamas. La vidéo ci-dessous explore la polémique autour du slogan « From the river to the sea, Palestine will be free » et ses différentes interprétations. From the river to the sea, Palestine will be free. Pourquoi ce slogan fait polémique? L'idée que le mouvement de manifestation pro-palestinienne serve d'outil de déstabilisation des pays occidentaux est un sujet de débat complexe. Si l'objectif déclaré des organisateurs est la solidarité et le changement de politique, voire réponse précédente, les manifestations ont un impact réel et déstabilisateur sur la politique intérieure et le tissu social de plusieurs pays occidentaux. 1. Impact politique et social sur l'Occident. Le mouvement a un effet de déstabilisation en Occident de plusieurs manières. A. Division politique et sociale. Polarisation du débat. Le conflit exacerbe les tensions identitaires et politiques, notamment entre les communautés pro-palestiniennes et pro-israéliennes, et divise l'opinion publique et les élites politiques sur la politique étrangère à adopter. Tensions sur les campus. Aux États-Unis et en Europe, les mouvements étudiants ont mené à des occupations et des affrontements, obligeant les dirigeants universitaires et la police à intervenir, mettant en lumière des fractures générationnelles et idéologiques profondes. B. Mise en question des principes démocratiques. Contrainte sur la liberté de manifester. Face au risque de troubles à l'ordre public ou aux craintes de propos antisémites, plusieurs pays, comme la France et l'Allemagne, ont imposé des interdictions ou des restrictions strictes aux manifestations pro-palestiniennes. Accusation de répression. L'ONU et des ONG, comme Amnesty International, ont accusé certains pays occidentaux, États-Unis, Canada, France, Allemagne, Belgique, de durement réprimer le droit de manifester pour la cause palestinienne, ce qui soulève des questions sur la liberté d'expression dans ces démocraties libérales. Ces défis aux alliances traditionnelles. Pression sur les gouvernements. Les manifestations remettent en question le soutien inconditionnel ou historique de l'Occident à Israël. Elles cherchent à forcer les gouvernements à reconfigurer leurs relations avec Israël, sanctions, fin de l'aide militaire, et à remettre en cause le récit occidental dominant sur le conflit. 2. L'argument de L, outil de déstabilisation. L'idée d'un outil de déstabilisation n'implique pas nécessairement que les manifestants eux-mêmes aient cet objectif conscient, mais plutôt que le mouvement est exploité ou qu'il produit des effets secondaires qui affaiblissent la cohésion nationale. Infiltration ou récupération. Certains observateurs craignent que des groupes plus radicaux ou des puissances étrangères cherchent à instrumentaliser le mouvement légitime de soutien aux Palestiniens pour propager des messages haineux ou antisémites, ou pour attiser les tensions internes. Défi à l'ordre public.
Lorsque les manifestations conduisent à des débordements, des violences ou des tensions communautaires graves, elles deviennent une source majeure d'inquiétude pour l'ordre public, ce qui est une forme de déstabilisation interne. Critique idéologique. Certains universitaires ou essayistes ont critiqué le mouvement étudiant pour son inculture et dépolitisation, supposée, affirmant que le simplisme des slogans le rend vulnérable aux manipulateurs et en fait le terreau d'une guerre idéologique, menaçant la démocratie. En résumé, si les manifestants affirment agir pour la justice et la solidarité, le mouvement déstabilise de facto les gouvernements et la société occidentale en défiant les politiques établies et en créant des tensions sociales, que ce soit par l'effet de sa mobilisation ou par la réaction des autorités. Découvrez l'analyse des manifestations pro-palestiniennes étudiantes et la critique de leur dimension politique dans cette vidéo. Derrière les manifestations pro-palestiniennes, l'inculture et la dépolitisation des étudiants. La question de la compatibilité entre l'islamisme et la laïcité est très complexe. En termes simples, l'islamisme est généralement considéré comme incompatible avec le principe strict de la laïcité, alors que l'islam, en tant que religion et foi, est compatible avec la laïcité, comme le prouve la présence et la pratique des millions de musulmans dans les pays laïcs. Voici une analyse détaillée de cette distinction. 1. Définition des concepts clés. À l'islamisme. L'islamisme est une idéologie politique qui vise à réformer la société, l'État et le droit en se basant sur la charia, loi islamique, comme seule source de législation. L'islamisme cherche à politiser la religion et à intégrer l'islam dans la sphère publique et le gouvernement. Il existe différentes formes d'islamisme, modéré à radical, mais le point commun est la recherche d'une gouvernance islamique. B. La laïcité. La laïcité est un principe juridique et politique qui garantit la séparation des églises, religions et de l'État. Elle se fonde sur deux piliers principaux. Neutralité de l'État. L'État ne favorise ni ne subventionne aucune religion. Il ne s'immisce pas dans le fonctionnement interne des cultes. Liberté de conscience. L'État garantit à tous les citoyens la liberté de croire, de ne pas croire, et de pratiquer leur religion dans les limites du respect de l'ordre public. 2. L'incompatibilité entre islamisme et laïcité. L'incompatibilité repose sur l'opposition fondamentale des objectifs, critères. Islamisme. Laïcité. But ultime. Établir un État fondé sur la loi religieuse, charia. Établir un État neutre, indépendant de toute religion. Source du droit. La charia, loi divine, doit être la source suprême. La loi civile, loi humaine, votée par des représentants et souveraine. Place de la religion. La religion doit régir la sphère publique et politique. La religion relève strictement de la sphère privée et associative. Souveraineté. La souveraineté appartient à Dieu. Théocratie. La souveraineté appartient au peuple. Démocratie. Par essence, l'islamisme rejette le principe de séparation entre le politique et le religieux. En cherchant à ériger la religion en loi d'État, l'islamisme contredit le principe même de la neutralité de l'État et de la suprématie de la loi civile, qui sont au cœur de la laïcité. 3. La compatibilité entre islam et laïcité. Il est essentiel de distinguer l'islamisme de l'islam. L'islam est une religion, une spiritualité et un ensemble de pratiques cultuelles. Laïcité est un mode d'organisation politique. Dans les pays laïcs, l'islam est compatible avec la laïcité, à condition que ses fidèles acceptent le cadre républicain. Les musulmans peuvent pratiquer leur foi, prières, jeûnes, fêtes, dans l'espace privé et les lieux de culte, conformément à la liberté de conscience garantie par l'État laïque. Ils doivent accepter que la loi civile prime sur la loi religieuse et que l'État soit neutre. En Occident, la majorité des musulmans vivent leur foi en acceptant ces principes, démontrant ainsi la compatibilité de l'islam en tant que religion avec le cadre laïque. Le conflit n'existe que lorsque l'idéologie islamiste tente d'imposer ses vues politiques à la société et à l'État.
C'est la question politique la plus complexe et la plus incertaine concernant l'avenir de la Palestine. Si la Palestine obtenait la liberté, c'est-à-dire l'indépendance en tant qu'État, la nature exacte de son gouvernement dépendrait de la manière dont cette indépendance serait acquise et de l'issue de la lutte de pouvoir actuelle entre les factions palestiniennes. Voici les scénarios principaux et les acteurs en lice. 1. Les acteurs politiques palestiniens actuels. Aujourd'hui, l'autorité politique palestinienne est divisée entre deux entités principales qui dominent des territoires différents. À l'autorité palestinienne, AP, et le Fatah, où ils gouvernent, en Cisjordanie, par le biais de l'autorité palestinienne, avec des pouvoirs civils limités en zone A. Philosophie. Le Fatah est le parti historique, laïque, bien qu'avec des membres musulmans pratiquants, et le principal moteur de l'Organisation de libération de la Palestine, OLP. Son objectif historique est la création d'un État palestinien par la voie de la négociation et de la solution à deux États. Qui dirigerait? L'AP est actuellement dirigé par le président Mahmoud Abbas. Si un État était formé par un processus de paix international, l'AP serait l'entité la plus susceptible de prendre le pouvoir initialement, avec l'organisation rapide d'élections démocratiques. B. Le Hamas, où il gouverne, dans la bande de Gaza, depuis 2007. Philosophie. Le Hamas, acronyme de Mouvement de la résistance islamique, est une organisation islamiste sunnite. Son objectif déclaré est la libération totale de la Palestine historique par la résistance armée et l'établissement d'un État islamique. Le Hamas rejette la solution à deux États prônée par le Fatah. Qui dirigerait? Un leadership issu du Hamas ou d'une coalition dominée par des factions de la résistance prendrait le pouvoir si la libération était le résultat d'une victoire militaire contre Israël. 2. Les scénarios possibles d'un futur gouvernement. L'identité du futur gouvernement dépend largement de la nature du processus d'indépendance. Scénario 1. La solution à deux États et les élections. Si un État était créé par un accord de paix négocié sous l'égide internationale, la communauté internationale exigerait très probablement l'organisation d'élections législatives et présidentielles. Résultat le plus probable. Le gouvernement serait une démocratie parlementaire où la majorité serait déterminée par le vote. Il pourrait s'agir d'un gouvernement dominé par le Fatah, AP ou d'un gouvernement d'unité nationale incluant une forme de réconciliation et de partage du pouvoir avec les autres factions, y compris le Hamas, si celui-ci se présentait aux élections et acceptait les principes démocratiques. Scénario 2. Le gouvernement d'unité nationale post-conflit. Suite à un conflit majeur ou à la fin d'une guerre, une période de transition serait nécessaire. Résultat le plus probable. Les puissances régionales et internationales pourraient imposer un gouvernement de technocrates temporaires pour la reconstruction, suivi d'une pression pour former un gouvernement d'unité non partisan. L'objectif serait d'éviter une guerre civile entre le Fatah et le Hamas, ce qui exigerait une réconciliation interpalestinienne réussie, un objectif jamais atteint durablement jusqu'à présent. Scénario 3. Un État islamiste, Hamas, résistance, si la libération était obtenue par la dissolution totale de la paix en Cisjordanie et une victoire complète des factions de la résistance, Hamas, djihad islamique, etc. Résultat le plus probable. Le gouvernement serait un régime islamiste appliquant la charia, loi islamique, similaire à la gouvernance actuelle du Hamas à Gaza, mais étendue à l'ensemble du territoire. Ce scénario est peu probable sans un changement radical et unilatéral des équilibres de pouvoir. Conclusion. Le gouvernement futur de la Palestine libre pourrait être un État laïque de type parlementaire, Fatah, un État théocratique, Hamas, ou un gouvernement d'unité transitoire. Actuellement, l'obstacle majeur n'est pas seulement la fin de l'occupation israélienne, mais aussi l'absence d'une souveraineté palestinienne unique et incontestée reconnue par toutes les factions. Le type de gouvernement qui régnerait serait le reflet direct du rapport de force politique et militaire qui existerait au moment de la création de l'État. Si les puissances occidentales, principalement les États-Unis et, dans une moindre mesure, l'Union européenne, retiraient complètement leur intervention politique, militaire, diplomatique et financière dans le conflit israélo-palestinien, cela créerait un vide stratégique et une période d'incertitude extrême, dont les conséquences seraient potentiellement dramatiques et imprévisibles pour toutes les parties.
Voici les scénarios probables et les impacts majeurs d'un tel retrait. 1. Impact sur Israël, diminution de la sécurité et isolation. Israël dépend massivement des puissances occidentales, et surtout des États-Unis, pour sa sécurité. Un retrait aurait des effets immédiats. Perte d'aide militaire cruciale. Les États-Unis sont le garant militaire d'Israël, fournissant des milliards de dollars en aide, des technologies de pointe, comme le dôme de fer, et des munitions. Un arrêt de cette aide affaiblirait considérablement la capacité d'Israël à mener des opérations militaires à long terme et à se défendre contre ses ennemis régionaux. Iran, Hezbollah, groupe à Gaza, etc. Isolation diplomatique. Le soutien occidental, notamment le droit de veto américain au Conseil de sécurité de l'ONU, protège Israël des sanctions internationales et des résolutions défavorables. Sans ce bouclier, Israël ferait face à une pression diplomatique bien plus forte et à des résolutions de l'ONU plus contraignantes. Pression économique. Le mouvement de boycott, désinvestissement et sanctions, BDS, prendrait une ampleur sans précédent en l'absence de toute opposition diplomatique occidentale. 2. Impact sur les Palestiniens. Chaos et montée des factions militantes. Le retrait occidental aurait des conséquences ambiguës pour les Palestiniens. Effondrement de l'autorité palestinienne, AP. L'AP en Cisjordanie dépend de l'aide financière et du soutien politique occidentaux pour son maintien et sa stabilité. Un retrait pourrait entraîner son effondrement financier et sécuritaire, créant un vide de pouvoir. Domination des groupes armés. Ce vide de pouvoir serait très probablement comblé par le Hamas ou d'autres factions armées, comme le djihad islamique. En l'absence de la paix soutenue par l'Occident, le Hamas pourrait gagner en popularité et en légitimité, menant potentiellement à son contrôle de la Cisjordanie, comme c'est le cas à Gaza. Détérioration humanitaire. L'aide humanitaire occidentale aux Palestiniens, via l'UNRWA ou d'autres agences, diminuerait, exacerbant la crise humanitaire. 3. L'évolution du conflit. Escalade régionale. Sans la modération, même imparfaite, des puissances occidentales, le conflit pourrait s'intensifier. Intervention des puissances régionales. L'absence occidentale laisserait la place à des acteurs régionaux ayant des intérêts contradictoires. L'Iran et ses alliés, Hezbollah, groupe chiite, pourraient se sentir plus enclins à intervenir directement ou indirectement pour soutenir les groupes armés palestiniens. Les États arabes modérés, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, pourraient intensifier leurs efforts de médiation pour contenir l'influence iranienne, mais il manquerait de l'influence des États-Unis pour imposer un accord. Risque de guerre totale. Israël, se sentant militairement isolé et sous pression accrue, pourrait adopter une posture encore plus agressive et unilatérale, seule contre tous, pour neutraliser ces menaces. La probabilité d'une guerre régionale impliquant le Liban, la Syrie et l'Iran augmenterait considérablement. Fin de la solution à deux États. Le cadre diplomatique de la solution à deux États, déjà très fragile, s'effondrerait sans la pression américaine. Les parties seraient laissées à un conflit sans horizon politique. Conséquences. Scénario d'un retrait occidental. Sécurité d'Israël. Aide militaire et protection diplomatique réduite. Isolation accrue. Gouvernance palestinienne. Effondrement de la paix en Cisjordanie. Montée en puissance du Hamas. Résistance. Équilibre régional. Vide comblé par l'Iran et ses alliés. Risque accru de guerre régionale. Statu quo. Fin du processus diplomatique. Conflit plus violent et sans médiation majeure. En conclusion, un retrait occidental ne conduirait pas à un règlement du conflit, mais ouvrirait la boîte de Pandore à une escalade régionale et à une intensification du conflit armé, laissant Israël et les Palestiniens face à face sans garant ni médiateur puissant. Un scénario de « seul contre tous » pour Israël, sans le soutien actif des puissances occidentales, notamment des États-Unis, entraînerait un risque existentiel accru et aboutirait probablement à un conflit régional d'une violence extrême, dont l'issue serait très incertaine mais potentiellement catastrophique. Ce scénario ne se résumerait pas à une simple défaite ou victoire, mais à une transformation radicale de la région. 1. L'hypothèse de la conflit généralisé. Dans un contexte d'isolement, le retrait du bouclier diplomatique et de l'aide militaire occidentale, en particulier des États-Unis, aurait pour effet principal d'encourager les adversaires régionaux d'Israël, ce qui mènerait à une guerre d'envergure. À la coalescence des adversaires. Le retrait du facteur dissuasif américain lèverait un obstacle majeur pour l'axe de la résistance, Iran, Hezbollah au Liban, milices en Syrie et en Irak, et groupes à Gaza, Cisjordanie. Ces acteurs, qui voient dans l'existence d'Israël le problème central de la région,
y verrait une fenêtre d'opportunité pour une action militaire coordonnée et massive. B. Intensification des menaces. Hezbollah, Liban, considéré comme la menace non étatique la plus puissante, le Hezbollah pourrait lancer des milliers de roquettes avec une fréquence et une intensité jamais vues, visant les infrastructures civiles et militaires. Iran. Téhéran pourrait se sentir libre de fournir un soutien militaire direct, drones, missiles de précision, et de continuer ses efforts d'enrichissement nucléaire sans la menace d'une intervention américaine ou d'un régime de sanctions robuste. Pression sur les fronts. Les forces israéliennes seraient obligées de se battre simultanément sur plusieurs fronts, Nord, Gaza, potentiellement Cisjordanie, et défense aérienne contre l'Iran, étirant considérablement ses ressources humaines et matérielles. 2. Le rôle de la puissance militaire israélienne. Même seul, Israël possède une armée hautement sophistiquée, entraînée, et disposant de la capacité nucléaire, dissuasion, ce qui complique l'issue. À capacité de résilience, à court terme, Israël resterait une puissance militaire majeure, capable d'infliger des dommages considérables à ses adversaires pendant une longue période. Sa supériorité technologique dans l'espace aérien, les renseignements et les opérations spéciales lui permettraient de survivre aux premières vagues d'attaques. B. Le facteur nucléaire, l'option Samson. L'arme nucléaire d'Israël sert de garantie existentielle et de dissuasion ultime. Face à une menace existentielle claire de destruction par une coalition d'ennemis, la doctrine de la contre-attaque massive, parfois appelée option Samson, deviendrait une considération réelle. L'utilisation d'armes non conventionnelles serait le pire des scénarios, entraînant des représailles et un embrasement régional aux conséquences incalculables pour le monde entier. 3. Conséquences à long terme. Destruction mutuelle. Le scénario « seul contre tous » conduirait probablement à une destruction réciproque massive. Les villes israéliennes et les centres de commandement militaire seraient la cible, tandis que la riposte israélienne causerait des destructions majeures au Liban, à Gaza, et potentiellement en Iran ou en Syrie. Exode et instabilité. Le conflit provoquerait des vagues massives de réfugiés, à la fois israéliens et arabes, déstabilisant les pays voisins et menaçant les régimes arabes modérés. Le rôle de la Chine et de la Russie. Ces puissances non occidentales ne resteraient pas neutres. Elles pourraient tenter de devenir les nouveaux médiateurs influents ou de renforcer l'Iran pour affaiblir les intérêts occidentaux restants, ce qui modifierait l'ordre mondial. En conclusion, l'issue d'un « seul contre tous » n'est pas une simple défaite militaire classique, mais plutôt une course vers une guerre totale régionale avec un risque élevé d'utilisation de la force ultime. La probabilité que l'État d'Israël survive est forte grâce à sa puissance militaire résiduelle et nucléaire, mais ce serait au prix d'un isolement complet, d'une destruction interne massive et d'un chaos régional prolongé. Non, cette formulation est une simplification excessive et incorrecte qui ne reflète pas la complexité du conflit israélo-palestinien. Voici un résumé plus nuancé des positions fondamentales. 1. La position d'Israël, sécurité et existence. L'objectif central de l'État d'Israël est d'assurer sa sécurité et de garantir son droit d'exister en tant que foyer national juif. Droit d'exister. Le discours dominant en Israël, et de ses alliés occidentaux, est que l'existence même d'Israël est menacée. La sécurité est donc la priorité absolue. Les menaces. Israël perçoit des menaces existentielles de la part de groupes armés, comme le Hamas et le Hezbollah, et de l'Iran, qui ont ouvertement appelé à sa destruction. La colonisation. Cependant, une partie de la politique israélienne, notamment la poursuite de la colonisation dans les territoires palestiniens, est vue par la communauté internationale, et par certains Israéliens, comme une négation du droit à l'autodétermination des Palestiniens et comme la principale source de l'escalade du conflit.
2. La position des acteurs arabes et palestiniens. Il est essentiel de distinguer les positions. À la position des États arabes. Le terme « pays arabe islamiste » est inexact pour décrire l'ensemble des acteurs. États modérés. De nombreux États arabes clés, Égypte, Jordanie, Émirats arabes unis, Bahreïn et potentiellement l'Arabie saoudite, ont désormais des relations diplomatiques normalisées ou des liens de sécurité avec Israël. Leur objectif est la stabilité régionale et, pour la plupart, ils soutiennent la solution des deux États. Ils ne cherchent pas l'éradication d'Israël, mais conditionnent une paix durable à la création d'un État palestinien. Iran est allié. L'Iran, une république islamique non arabe, et ses proxys, Hezbollah, certaines milices, constituent l'axe de la résistance. Ils cherchent activement la destruction d'Israël en tant qu'État sioniste, s'opposant à sa légitimité au nom de l'idéologie révolutionnaire et anti-impérialiste. B. La position des Palestiniens. Objectif national. Le but central de la majorité des Palestiniens et des dirigeants modérés est la fin de l'occupation et la création d'un État palestinien indépendant aux côtés d'Israël, basé sur les frontières de 1967. La solution à deux États. Ce n'est pas la fin des Juifs, mais la fin du contrôle israélien sur leurs terres. Factions militantes. Des groupes tels que le Hamas et le Djihad islamique sont des organisations islamistes qui rejettent l'existence d'Israël et appellent à sa destruction pour établir un État islamique sur l'ensemble de la Palestine historique. Conclusion sur la formulation. Formulation inexacte. Réalité plus nuancée. Israël veut son droit d'exister. Israël veut garantir son existence et sa sécurité en tant qu'État juif, ce qui se traduit par une politique de colonisation et de sécurité souvent perçue comme la négation des droits palestiniens. Les pays arabes islamistes veulent la fin des Juifs, faux. La majorité des États arabes recherchent la stabilité et acceptent l'existence d'Israël via la solution à deux États. Les appels à la destruction d'Israël proviennent principalement de l'Iran et de groupes armés islamistes, Hamas, Hezbollah, qui rejettent sa légitimité politique. L'opposition est donc moins entre juifs et arabes qu'entre un nationalisme juif, le sionisme, et un nationalisme palestinien, tous deux en compétition pour le même territoire, avec une complication idéologique forte venant des factions islamistes.